on en arrive tous à la même conclusion, c'est que c'est super difficile de communiquer au quotidien, de se faire comprendre et de se sentir compris. Et dans la responsabilité, il y a aussi la question de qu'est-ce que j'accepte que je ne devrais pas accepter? À quel moment et comment on fait pour s'en rendre compte? Si on est allé dans cette relation de manière délibérée, c'est qu'il y a forcément une fragilité narcissique. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kate TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludivine Cassili. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes business coach, formatrice, conférencière, experte des profils neuroatypiques, hypersensibles, HPI et multipotentiels. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre 4e livre qui s'intitule L'emprise douce, mieux la comprendre pour ne plus la vivre, la méthode pour se sentir enfin prise en compte aux éditions Le Courrier du Livre, éditions qui appartiennent d'ailleurs à Trédaniel, à Guy Trédaniel. Votre précédent livre, sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, C'est tout à s'appelle fait ça. L'audace d'être soi. D'être libre. Donc, d'être libre, pardon. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit l'audace d'être soi? Mais L'audace d'être je vais pas oser commenter ce lapsus. C'est un lapsus certainement révélateur, vu ce qui nous attend aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, en tout cas, Ludivine. Alors, au programme de cet entretien, nous allons parler de relations, d'émotions, d'amour, d'attachement et bien sûr d'emprise. Alors, pour commencer, j'ai une première question à vous poser. Pourquoi ce titre d'emprise douce et pourquoi l'avoir associé à cette couverture rose, douce, des mots qui résonnent comme étant agréables, charmants, voire même suaves, mais ça c'est ma propre interprétation et on va comprendre qu'en réalité c'est tout le contraire. Et oui, mais j'aime beaucoup votre interprétation parce qu'en fait c'est notre quotidien. Alors déjà pourquoi ce livre? Ce livre il est arrivé après donc l'audace d'être libre, il est arrivé très vite après. L'audace c'était mon histoire en fait, c'est ce que j'avais vécu, c'est mon parcours, c'est tout ça. Et j'ai eu beaucoup de retours de l'audace au sujet de l'hypersensibilité puisque ça fait partie aussi du chemin et de la façon dont on vit son hypersensibilité. Et j'ai eu beaucoup de questions sur la relation, en fait, ce qui venait questionner la relation et notre posture en tant qu'hypersensible, où on a parfois tendance à se positionner un peu en victime, c'est-à-dire il nous arrive ça, il nous arrive ça, il nous arrive ça, oh là là, c'est terrible, il m'arrive ça, et du coup je peux pas m'en sortir parce qu'il m'arrive ça aussi. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée de l'audace, j'ai réfléchi à cette façon d'appréhender la vie et la relation. On est arrivé à un moment dans la société où on parle beaucoup de la relation d'emprise, de la relation toxique, des pervers narcissiques. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un autre sujet qui était un sujet beaucoup plus suave, comme vous avez dit, qui est la relation au quotidien, en fait, cette emprise douce, comme moi je l'appelle, parce que ça relève pas du pervers narcissique, ça relève pas de la relation toxique à proprement parler, tel qu'on pourrait l'expliquer, mais ça relève de quelque chose qui est plus insidieux et qui est quotidien. Et ça relève de notre difficulté à nous positionner, à dire bah non, là je suis pas d'accord. Et quand on est hypersensible, on a tellement besoin d'être aimé, d'être reconnu, qu'on a tendance à ne pas se positionner, à accepter tout sans dire non. Et pour finir par dire oui, mais en fait l'autre ne me comprend pas, l'autre ne m'entend pas. Et du coup, on se retrouve dans une relation qui est cette fameuse emprise douce où on accepte de l'autre des choses qu'on ne devrait pas accepter juste parce que on n'ose pas dire non. Ça, c'est la première réponse. Et puis ensuite, pourquoi alors j'explique dans le livre, mais sur l'audace, l'audace parlait de mon histoire, donc j'ai beaucoup, c'est ce que j'explique dans l'emprise, j'ai beaucoup parlé autour de mon nombril. Et l'idée, c'était dans l'emprise, j'avais envie d'aller parler à d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres parcours. Ça a été un long travail de recherche et de témoignages, de demande de témoignages pour comprendre comment les gens vivaient la relation, et pas forcément la relation amoureuse, mais la relation dans ce qu'elle est dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle, amicale, qu'elle soit de simples collègues en fait, mais toutes les relations, puisque nous ne sommes que relations.
Et ça m'intéressait vraiment de le questionner parce que j'ai une passion vraiment très forte pour la systémie et le rapport qu'on entretient les uns avec les autres. Et voilà. Et du coup, ça a donné ce livre. Pour ce qui est de la couleur, pour répondre à la question sur la couleur, parce que d'abord, ce sont mes deux couleurs fétiches, le rose et le rouge, et que j'avais envie de changer de la couverture de l'Audace, qui était une couverture blanche très sobre, que je voulais un peu Coco Chanel en toute humilité. Et là, je me suis dit, allons-y en fait. C'est peut-être pas raccord avec ce titre qui est pas doux du tout justement, mais mettons un peu de douceur de cette façon-là avec la couleur. Et en même temps, il y a le rouge aussi qui fait le pendant du rose. Donc pour moi, c'est qui je suis. C'est à la fois ces déséquilibres permanents de notre façon de vivre. Alors, vous expliquez dans ce livre justement que l'emprise touche finalement toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales ou encore professionnelles. Vous avez parlé des hypersensibles, mais j'imagine que les hypersensibles ne sont pas les seuls à être justement soumis à cette emprise. En tout cas, peut-être plus c'est pas la fragilité, mais plus sensible peut-être à cette emprise, peut-être. Mais on est. Alors sur le livre, je questionne l'emprise dans le sens large, hein, et vraiment encore une fois, ce qui m'intéressait de questionner, c'était comment on fait relation et comment on a du mal. Parfois, on peut avoir du mal à se positionner. Comment on peut avoir du mal à se comprendre, même quand on se connaît bien, parce que le système de communication et la compréhension sont aussi très liés à notre histoire, à notre éducation, à la façon dont on a grandi, à nos parcours respectifs. Et effectivement, vous avez raison, c'est pas qu'un sujet qui est propre aux hypersensibles, mais en tous les cas, ça questionne et ça met en perspective notre besoin de reconnaissance, qu'on soit hypersensible ou pas, et notre besoin d'être aimé, notre attente, l'attente qu'on met dans l'autre, qui va au fond faire basculer la relation dans quelque chose qui n'est plus d'adulte à adulte, mais qui va revenir soit, alors je prends plusieurs exemples, mais soit de sauveur à victime, soit de bourreau à victime, soit dans la façon dont l'aborde Berne, plus sur une relation parent-enfant. Hein, on se repositionne en tant qu'enfant et pas, et je dis pas, quand je dis on se repositionne en tant qu'enfant, ou on se positionne en tant qu'enfant, c'est pas forcément dans notre relation avec nos parents, mais dans la relation en général, ce qui va rejoindre la position de victime en fait. Donc vous avez entièrement raison, c'est les hypersensibles, mais c'est tout le monde. Et d'ailleurs, les gens que j'ai interviewés dans le livre ne sont pas tous forcément hypersensibles. Et c'était ça aussi qui était important, c'était de voir à quel point, quels que soient nos chemins, on en arrive tous à la même conclusion, c'est que c'est super difficile de communiquer au quotidien, de se faire comprendre et de se sentir compris. Mais finalement, dans ce que vous décrivez là, dans ces exemples-là, si je comprends bien, l'autre n'est pas forcément responsable de cette emprise. Finalement, c'est moi. Alors quand je dis moi, c'est je me mets à la place de celui qui serait sous emprise. Alors, encore une fois, attention à la puissance qu'on met dans le mot emprise. On n'est pas du tout en train de parler là de l'emprise, de la relation toxique de quelqu'un qui vous fait vivre un enfer au quotidien. Il faut vraiment que ce soit très clair avec ça, sinon on va me dire à juste titre, ah bah oui, mais non, en fait, je suis sous emprise. Oui. Là, quand je parle d'emprise douce, je parle effectivement de nos comportements quotidiens qui sont de ne pas se positionner ou d'obliger un petit peu quelqu'un sous couvert de gentillesse. Je sais pas moi, ça peut être pour un enfant, enfin pour un enfant c'est encore différent, mais quoique finalement pas peut-être ça. Un enfant par exemple, vous voyez, on est dans une période de réseaux sociaux, on est dans une époque où on se prend tous en photo en permanence. Il y a certains parents qui vont dire à leur enfant, ah, bah, viens, je fais une photo parce que, et l'enfant va dire à son papa ou à sa maman, oh, mais non, j'ai pas envie d'être pris en photo. Mais si, vas-y, je te prends en photo parce que ça me fait plaisir, parce que c'est pour mamie, parce que, oui, mais non, j'ai pas envie que tu me prennes en photo. Oui, mais si, parce que tu verras, ça va faire super plaisir à mamie. C'est de cette relation dont je parle, en fait. Vous voyez, du truc où on oblige un peu l'autre à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Là, je parle des enfants, mais c'est aussi dans le couple, c'est aussi dans le pro. Fais-le pour moi, s'il te plaît. C'est hyper culpabilisant. Et en même temps, on fait tout ça, tout le temps, en fait. Et c'est pour ça que je mets un bémol sur le mot emprise. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot douce derrière.
parce qu'on n'est pas dans de la relation toxique, mais on n'est pas dans de la relation d'adulte à adulte. On n'est pas dans le je donne sans attente de recevoir. On est vraiment dans l'attente de quelque chose et dans une conversation qui est de dire fais-le pour moi, en fait, sois gentil. Mais comme on nous a appris à le faire quand on était enfant. Et oui, et du coup là, il y a peut-être une notion aussi de retrouver en fait son libre arbitre, mais finalement tout ce que vous décrivez, ces comportements sont certainement sous-jacents à une éducation, à ce qu'on a reçu tout petit et peut-être même dès la naissance, voire au-delà, je sais Bien pas. sûr. Oui, mais bien sûr, vous avez entièrement raison. Je pense que c'est multifactoriel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la façon dont on a grandi, dont on a été éduqué, la culture dans laquelle on est né aussi, parce que ça joue forcément. Il y a nos attentes, c'est-à-dire que la loyauté, on grandit quand même avec un grand besoin de loyauté vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de plein de choses. Donc on le questionne pas forcément. Et après, il y a aussi le fait qu'à l'école, on nous apprend pas à poser nos limites, à dire ça me convient, ça me convient pas. On grandit en nous disant tu dois dire bonjour à la dame, la maîtresse a raison, et c'est comme ça qu'on est éduqué, le professeur a raison. Ça change un petit peu aujourd'hui, mais finalement pas tant que ça, parce que de toute façon le rapport de l'enfant ou de l'ado dans son milieu scolaire, c'est pas un rapport d'égal à égal. Il y a certaines écoles, certains établissements où les enfants, les ados peuvent se positionner et dire voilà ce que je pense et sont entendus. Mais globalement, le professeur a raison, le maître a raison et l'enfant, donc ça crée déjà un déséquilibre. Et après, pour pouvoir revenir à un équilibre juste, il faut savoir euh, comment nous on fonctionne. Et donc ça rejoint est-ce que je me connais suffisamment? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi, pour comprendre que c'est pas parce que je dis non, même à mes parents, que je les mets en difficulté ou que je ne suis plus loyale vis-à-vis d'eux ou que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et c'est pas évident du tout parce que c'est aussi comme ça qu'on va construire notre vie amicale, amoureuse, et qu'on va faire entrer dans notre vie des gens qui vont correspondre à nos fragilités à un moment donné, qui vont répondre à ces fragilités-là, ces blessures-là, Mhm. et qui vont les nourrir, voire même. Mais pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi forcément du coup une question de responsabilité, pas dans le sens négatif du terme, mais qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Et dans la responsabilité, il y a aussi la question de qu'est-ce que j'accepte que je ne devrais pas accepter. Et de le regarder, parce que d'abord on l'accepte parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait que c'est pas acceptable. Et là, on va passer l'étape d'après de la relation d'emprise qui est, en fait, j'accepte des choses qui sont totalement inacceptables. Et Donc oui, on va le voir après parce parce que dans votre livre, vous abordez aussi les relations toxiques, la oui, manipulation, mais ça, on va le voir, on va le voir après. Mais ça signifie en réalité qu'on n'est certainement pas à l'écoute de nos émotions. Et vous parliez de blessures, des blessures qu'on porte depuis l'enfance, depuis la naissance. Vous faites référence d'ailleurs au livre de Lise Bourbeau. Est-ce que ça, c'est un travail que qu'on pas qu'on devrait, mais un travail qui est peut-être nécessaire à chacun, en fait, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, peut-être, de son ressenti, pour être déjà en phase avec qui on est, et puis accueillir l'autre et être dans de bonnes relations, en tout cas des relations d'égal à égal. entièrement d'accord. Oui, je pense que c'est la base en fait. La base pour pouvoir être d'égal à égal, c'est d'abord de pouvoir se dire, d'aller repérer quelles sont nos émotions, parce que nos émotions vont aussi nous apporter des messages sur nos besoins, sur nos limites, sur nos valeurs, sur qui nous sommes. Et c'est à partir du moment où on comprend qui on est qu'on peut effectivement prendre confiance en soi et se donner suffisamment de valeur pour se placer d'égal à égal avec quelqu'un. Nombre de relations qui se sont perdues parce que on se place dans un effet un peu ce que j'appelle l'effet piédestal, c'est-à-dire qu'on va mettre l'autre sur un piédestal de manière consciente ou inconsciente, et ça peut être un ami, ça peut être, mais on a tous fait ça à un moment donné. Et ça fausse dès le départ la relation. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est sur un piédestal par rapport à vous, vous le mettez sur un piédestal, forcément la relation, elle peut pas être juste.
C'est impossible en fait. Et c'est la faute ni de l'un ni de l'autre. Parce que la personne qui est sur le piédestal, à moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment toxique, elle n'a pas demandé à être sur ce piédestal. Donc vous ne pouvez pas le lui reprocher au terme. N'empêche que ça fausse tout dès le départ. Et c'est que ça en fait. C'est vraiment de chacun revenir à qui je suis moi et comment je fonctionne par rapport à ça. Et c'est hyper difficile en fait, ça. C'est facile à dire comme ça avec des mots, mais évidemment qu'au quotidien, si Au c'était si quotidien, bien sûr. simple, on n'en parlerait même pas. Mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est de se dire mais ça paraît simple d'avoir une relation avec quelqu'un, et au fond c'est si compliqué. Et c'est quand on commence à, à, à ce que les messages soient plus compris qu'on commence à se dire c'est compliqué quoi en fait. Pourtant ce que j'ai voulu dire ça paraissait simple, mais c'est parce que c'est par le prisme de notre propre histoire. On le voit en couple, enfin c'est pas la peine d'aller très très loin. Qui vit en couple ou qui a vécu en couple sait qu'il y a des jours c'est hyper compliqué de se faire comprendre alors qu'on se connaît très bien. Et alors, dans ces cas-là, comment on gère justement, comment on se gère soi, comment on gère l'autre? Est-ce qu'il y a des solutions? Bon, on peut vivre seul. D'accord. Non, je blague. Je pense qu'il y a une solution qui est la plus simple et la plus difficile, c'est de parler en fait. C'est vraiment de se parler, mais de se parler pour se dire quelque chose, de sortir, et encore une fois c'est hyper difficile à faire, mais sortir du reproche, de la critique, oui mais t'as fait ça, oui mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, sortir de l'autre pour revenir à soi. C'est la base de la CNV, hein, j'ai rien inventé, mais de dire en fait voilà, quand on vit cette situation-là, quand il se passe cette situation-là, voilà ce que moi je suis en train de ressentir, voilà comment moi je me sens. Et quand je me sens comme ça, voilà ce dont j'ai besoin. Si je prends un exemple concret qu'on a certainement tous connu, c'est l'exemple de la dispute en fait, hein, où le ton monte, où on s'engueule et au fond on finit par plus rien se dire parce que de toute façon chacun y va de son truc et voilà. Et c'est de se dire, souvent il y en a un des deux qui a besoin de beaucoup parler, et il y en a souvent un des deux qui a besoin de couper un peu court pour revenir plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il coupe court à la conversation, ça veut dire qu'il a besoin d'une respiration pour remettre un peu son cerveau en ordre et dire ok là je comprends plus rien à ce qui se passe, et j'ai besoin de souffler. Euh, et souvent cette personne ne va pas le faire, c'est-à-dire que ça va monter crescendo, ça va finir en catastrophe avec des verres cassés ou je ne sais quoi, pour un truc qui est souvent anodin en plus au départ, hein, c'est rarement un truc qui est très très grave. Alors que si on s'arrêtait, on dirait écoute voilà, moi là, je n'arrive pas à te parler parce que j'ai le cerveau qui est embrouillé. Ce dont j'ai besoin là, parce que je me sens totalement brouillée, ce dont j'ai besoin, c'est de faire une pause. J'ai besoin qu'on arrête cette conversation-là tout de suite, et je pourrais y revenir peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Je viendrai te voir quand je pourrai. Mais mon besoin, c'est celui-là. Parce que j'ai atteint ma limite dans ma possibilité de converser. Et bien déjà, ça désamorce la dispute. Et ça permet simplement de dire à l'autre, voilà ce dont j'ai besoin, tout simplement. Après, est-ce que l'autre va l'accepter ou pas? Je ne sais pas, mais si on est face à deux êtres intelligents, il y a fort à parier qui disent ok, je comprends. Ou alors l'autre va vous dire oui, ben moi j'ai besoin de continuer à parler. Oui, mais là, en fait, il faut qu'on trouve un terrain d'entente parce que moi je ne peux plus. Mais l'idée, c'est vraiment toujours de revenir à soi sans dire oui, mais tu m'empêches de parler. Oui, mais moi je veux pas parler et toi tu continues à parler. C'est ça qui mène à rien. Je crois que c'est Jacques Salomé qui disait c'est le tu qui tue. Donc c'est vraiment de toujours revenir à ses propres besoins, à ses propres limites et à ce qu'on est en train de vivre, à l'expérience. Et il ne faut pas oublier, parce que là on est en train de beaucoup parler, mais l'expérience elle est d'abord corporelle. Elle est d'abord dans un ressenti corporel. On la ressent dans le corps avant même de la mettre en mots. Donc ne pas oublier d'écouter ce qui est en train de nous dire notre corps, de la même façon que vous parliez des émotions. L'émotion arrive par un signal du corps. Notre corps, il n'est pas là que pour porter notre tête. Il s'y passe plein de choses à l'intérieur. Et tout ce qui nous arrive d'abord par le corps. Donc ça, c'est aussi hyper important d'être capable de se dire, pour pouvoir écouter mon corps, en fait, j'ai besoin de faire une pause. Et le silence, c'est pas mal pour écouter son corps. Alors, on parle d'écoute du corps, on parle d'émotion, mais quelle place on fait à l'intuition aussi dans les relations? Bah, vous en parlez un peu quand même. Oui, mais bien sûr, j'en parle. Vous vous arrêtez, vous dites bon, je vais pas, on va rester un peu plus pragmatique, mais vous lancez quand même le sujet. Et moi, j'ai bien aimé cette partie.
Mais bien sûr, je parle de l'intuition, je parle de la relation, des relations d'âme, des âmes qui se rencontrent, parce que je trouve ça intéressant aussi d'aller questionner d'autres cultures, d'autres façons d'aborder les choses, et qu'au fond, je n'ai aucune réponse. Je sors de ce livre en ayant encore plus de questions que je n'en avais auparavant, et c'est ça qui est bien Mais quand je on crois qu'on n'en écrit ses aura livres. jamais sur cette Mais, question-là, de toute mais sur manière. aucune, enfin, j'espère qu'on n'en aura jamais sur aucune, parce que sinon, à quoi bon vivre en fait, quoi, si on a des réponses, voyez, l'intuition, moi, je pense que l'intuition, c'est le premier message du corps, et je pense que euh, si on l'écoute pas, on commence par être perdu. Je travaille beaucoup avec le tarot, et c'est toujours dans le tarot, dans cette structure archaïque du tarot, qui est pas de la divination d'ailleurs au départ, hein, qui est vraiment une histoire très ancrée. Il y a cette carte des amoureux qui parle non pas du choix, mais qui parle du choix du cœur. Le choix du cœur, c'est l'intuition. C'est vraiment qu'est-ce que me dit mon cœur et qu'est-ce que me dit mon corps avant de revenir dans ma tête, en fait. Parce que c'est d'abord le premier message, et l'intuition, c'est avant tout ça. C'est cette espèce de vibration intérieure avant de passer au mental. Donc évidemment que la première étape, c'est l'intuition, et l'étape d'après, c'est je vais aller questionner mon intuition. À partir du moment où je la questionne, j'ai basculé déjà dans le mental, et c'est trop tard. Donc, à mon sens, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est cette écoute du cœur et du corps qui sont prédominantes par rapport à l'écoute du mental. Donc, Je vous dirai pas l'intuition le est contraire. essentielle. Je vous dirai pas le contraire parce que moi, j'écoute souvent mon cœur dans mes choix. Eh ben, je crois que vous avez raison. Je ne peux pas dire Bah, que je vous sais avez pas, à raison. tort ou à raison, mais en tout Moi cas, aussi, voilà. Quand on et apprend force, à le faire, je pense que ça vaut le coup. oui, et force est de constater que ça marche plutôt bien, qu'on a de bons résultats quand on fait ça. C'est ça. Et ouais. Je sais pas si on a Mais de bons résultats, mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'avancer. Mais j'en parle aussi sur les capteurs quand on est dans un endroit et que on se dit ah ben cette personne-là je la sens pas en fait, hein, Mhm, quand on se mhm. dit alors que Ça on vient la d'où, ça, connaît. justement? Ça vient d'où? C'est ce ressenti intérieur, c'est qu'à force d'écouter son intuition, il y a vraiment ces micro-capteurs qui se mettent en place, qui peuvent être associés à une analyse, une super analyse, un système extrasensoriel qui va être dans une forme de contrôle en fait, hein, d'hypervigilance en fait sur la situation. Et forcément, à partir du moment où on est en hypervigilance sur la situation, pour peu qu'on ait un cerveau un peu atypique, un peu hypersensible, avec tous les connecteurs qui sont en permanence au maximum, et ben forcément, c'est comme une analyse ultra rapide d'un ordinateur. C'est-à-dire que vous faites une demande à l'ordinateur, lui, il vous envoie la réponse tout de suite, mais ce que vous voyez pas, c'est que derrière, il a carburé pour vous donner toutes ces infos. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que nous, on va aller arriver dans une pièce, et puis ça se met à tourner, à carburer, et puis on va voir une personne, on va dire, je la sens pas. Et c'est basé sur aucun fondement en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on a raison, enfin moi la plupart du temps malheureusement j'ai raison, mais sur ça en tous les cas, mais peut-être que cette personne, mais c'est un ressenti. Donc à la limite j'ai envie de vous dire ça n'engage pas la valeur de la personne. C'est juste de dire que Mhm. nous à ce moment-là on ne le sent pas. Il n'y a pas de jugement en réalité Aucun, dans ça. Mm. aucun. Non, non, moi je dis souvent, mais cette personne elle doit être certainement très bien, mais moi là tout de suite je ne la sens pas, donc je ne peux pas. Et c'est aussi, j'allais dire, tellement radical que finalement, ça peut aussi nous couper peut-être de belles rencontres. Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas y aller. Mais là, on parle d'une personne. Alors, on pourrait se dire, il y a une idée de jugement, alors que pas du tout. Mais ça peut être pareil dans un lieu. Je sais pas. Enfin, moi, ça m'arrive plein de fois où vous rentrez Ça m'est dans un déjà lieu, arrivé aussi, oui, un oui. magasin, un hôtel, un restaurant, vous vous dites, oh, je m'y sens pas bien en fait. Il y a une énergie, je ne peux pas rester. Et ça relève pas du mental, ça relève de cette perception extrasensorielle où on se dit non, là il y a un truc que je ne sens pas, et qui relève de rien d'autre que d'un ressenti corporel. Et plus on va écouter son corps et son cœur, et plus ce ressenti corporel va être présent. Et ben, on le travaille en fait, hein, c'est comme tout autre outil. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait aussi apparenter à l'ancrage finalement? Hyper intéressant. Ouais. Quand on est ancré, et là c'est pour en revenir à cette question aussi d'emprise, hein, et ben si on était plus l'ancrage au sol, l'ancrage dans son corps, l'ancrage de ses ressentis, et ben finalement ça nous permettrait d'avoir des relations apaisées, sans doute, et puis fuir ces relations d'emprise ou ces Alors, relations toxiques.
Eh ben ça, c'est hyper intéressant comme réflexion parce qu'il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Euh, Vous allez rencontrer, je reprends l'exemple de la relation amoureuse, mais qui peut être apparenté sur la relation amicale. Vous allez vous rencontrer quelqu'un que vous allez trouver extrêmement beau, extrêmement attirant. Il y a peut-être une petite lumière à l'intérieur qui va clignoter, ce qu'on appelle le red flag, hein, vous savez, le truc qui clignote en disant tu devrais pas y aller parce que ça va pas, et ça c'est l'intuition. Seulement voilà, seulement il y a un truc qui dit oui mais quand même, là je suis déjà un petit peu amoureuse donc je vais y aller quand même, on verra bien, et qui fait taire l'intuition et qui non mais en fait ça va très très bien se passer. Et là il y a une espèce de contradiction entre les deux parce que intérieurement, je sais que ça va pas aller. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui clignote pas juste, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même et je me confronte en général bien à ce que je pensais au départ, avec une relation qui va pas être saine, qui va pas être sereine, parce que de toute façon c'était mal engagé quoi. Et que c'est plus grand que la réalité, que c'est plus grand qu'une pensée, qu'un système de pensée. C'est ce qui va se passer derrière, qui va être, ben voilà. Je le savais. Et combien de fois on a dit, je le savais. En fait, hein, je savais que ça allait pas bien se passer. Je savais que j'aurais pas dû y aller. Je savais que j'aurais pas dû le faire. Mais voilà, parce que le cerveau reprend son rôle et dit, mais si, vas-y, essaye quand même, ça va pas être mal. On verra bien. Après, qui ne tente rien n'a rien, on va dire. Hein. Mais exactement. Et puis sur les expériences de la vie, si on le fait pas, c'est beaucoup moins rigolo. C'est ça, peut-être que certaines personnes ont besoin des fois de se mettre face au mur, je sais pas. Je crois qu'on en a tous besoin à un moment donné dans notre vie. Je À un crois que moment, c'est ça, c'est on évolue important. tous. Oui, Oui, on évolue oui, tous. oui, Est-ce, c'est le chemin. est-ce que dans nos relations quotidiennes, vous parliez tout à l'heure de victime, bourreau et sauveur, est-ce qu'on est souvent dans ce triangle, c'est le triangle de Karpman, hein, finalement, est-ce qu'on est souvent dans ce triangle-là dans nos relations? C'est une très bonne question. Oui, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, on est souvent dedans. Mais surtout, ce qu'il y a d'important à signaler, c'est que on change de place en permanence. Hein. Parfois, on est Mhm. bourreau, parfois on est victime, parfois on est sauveur, et on va faire tourner ce triangle en fonction des personnes avec qui l'on est. Et même et même quand on est que deux, hein, il faut pas être trois pour être dans un triangle. Et, et, et même à deux, dans un couple amoureux, on va passer souvent de la victime au sauveur, du sauveur au bourreau, et que le plus difficile, c'est d'arriver effectivement de cet état d'adulte à adulte. Hein, quand on dit à l'autre, oh là là, mais t'es enrhumé, prends rendez-vous chez le médecin. Là, on est sur sauveur-victime. Euh, non, mais j'ai pas envie de prendre rendez-vous chez le médecin. Si, prends rendez-vous chez le médecin, je le vois bien, ça fait 4 jours que t'es enrhumé, tu vois bien, ça va pas, nanana, nanana. Non, mais j'ai pas envie. On est toujours dans la même relation. Et après, l'autre va vous dire, ah bah oui, mais si tu prends pas rendez-vous et que t'es malade, tu viendras pas te plaindre. Et là, on bascule dans un autre truc. Là, on est déjà dans le bourreau qui dit, bah c'est bien fait pour toi, hein, d'une certaine façon. Donc oui, c'est souvent ce triangle-là, jusqu'à ce qu'on accepte notre propre responsabilité et qu'on accepte aussi que l'autre est responsable. Et il est grand et il est adulte, donc il est responsable de ses choix. Et s'il n'a pas envie d'aller chez le médecin, c'est son problème. Donc on peut effectivement aller lui dire, en fait, il me semble que ça va pas, tu veux pas prendre rendez-vous chez le médecin? Oh là non, j'ai pas envie. Mais si, tu vois, alors on peut lui répéter 2 ou 3 fois, et puis la troisième, dire, écoute, c'est comme tu le sens, fais comme tu le sens, et si tu as besoin, je suis là. C'est pas évident à faire, hein, parce qu'on se dit, du coup, on a l'impression de ne plus être utile, de ne plus servir à rien. Or, c'est là qu'on devient beaucoup plus puissant. Et c'est intéressant l'exemple que vous donnez parce que finalement, alors ça a l'air d'être un exemple très simple, hein, très basique finalement qu'on a tous expérimenté, mais dans ce cas de figure-là, on se dit bah ça part de finalement c'est un acte bienveillant de dire bah non mais va chez le médecin, prends rendez-vous, pourquoi tu ne prends pas parce que finalement je tiens à la personne donc je la conseille et vous nous dites qu'en fait ça fait partie de ce triangle-là. Voilà, je suis peut-être dans le rôle de sauveur et que l'autre finalement est assez grand pour réfléchir. Donc là, on se détache
En fait, ce que vous êtes en train de Non, me dire, on se détache pas, on aime suffisamment l'autre pour le laisser à sa propre responsabilité et pour lui faire confiance. Ça parle de confiance aussi. Quand on donne un conseil, mais c'est quotidien ça, hein, quand vous dites à quelqu'un, oh là là, j'en sais rien moi, je suis fatiguée en ce moment. Euh, Souvent la personne en face, elle va vous dire, ah bah tu devrais prendre des compléments alimentaires, ah bah tu devrais te reposer, ah bah tu devrais appeler je sais pas qui, ah bah t'es allé voir un ostéopathe. Mais à aucun moment la personne, en disant je suis fatiguée, a demandé un conseil. Elle a juste dit quelque chose, elle a posé quelque chose. Et ce qu'elle attend, c'est peut-être un conseil, mais ce qu'elle attend, c'est surtout d'être accueillie dans ce qu'elle vient de dire. Et l'accueil, c'est pas le conseil, l'accueil, c'est ah là là, t'es fatiguée, mais qu'est-ce qui se passe pour toi en fait? Pourquoi t'es fatiguée? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et là, on rend à l'autre sa responsabilité et on est dans l'accueil. Parce que on dit à la personne, ben, en fait, je t'entends, je t'impose pas quelque chose que tu ne m'as pas demandé, qui est un conseil ou un avis, et je te propose mon aide et mon soutien. Donc, je t'ouvre une porte. Si tu as besoin, je suis là. Mais j'entends que tu es suffisamment grand et suffisamment adulte aussi pour refuser cette porte. Mais sache que si tu as besoin, dans 1 heure, dans 2 heures, demain après-demain, je serai là. Et la responsabilité de l'autre, elle est là, en fait. Prendre l'autre dans ce qu'il est et dans sa propre responsabilité et l'accueillir, à mon sens, c'est ça. C'est d'accepter de ne pas donner de conseils qui, au fond, ne sont là juste que pour nos propres peurs. Hein, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai peur que tu crois que je ne t'aide pas. J'ai peur que tu crois que je ne te vois pas. J'ai peur de ne pas être utile à ce que tu es en train de me dire et de dire, OK, je suis là. Et ça arrive tous les jours. Alors moi, je le vois beaucoup parce que c'est la base de ma méthode quand je forme les coachs et les thérapeutes, justement parce que en accompagnement, on a tendance à vouloir aider, conseiller, mais c'est sortir l'autre et c'est dire à l'autre, je n'ai pas confiance en toi et je te dis comment il faut faire en fait. C'est et c'est difficile. C'est difficile parce que du coup l'autre il entend, ben en fait, il croit que je suis pas capable quoi. Alors que pas du tout. La nuance, elle est tellement mince alors que ça part évidemment d'un acte bienveillant et d'un acte de gentillesse. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais, et regardez, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, c'est en permanence, quand quelqu'un dit quelque chose, il y a cumul de conseils qui arrivent derrière. À aucun moment, quelqu'un dit, mais comment on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous prenez un accident de la route, tous les gens vont aller mettre leur bonne idée sans même se demander si c'est vraiment une bonne idée pour la personne qui est au sol. Tiens, donne-lui à boire. Tiens, lève-lui le casque. Tiens, tourne-le. Tiens, mets-le en position latérale de sécurité. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Parce que peut-être qu'il faut pas lui donner à boire. C'est peut-être pas bon dans la position où il est. Peut-être qu'il faut pas le bouger. Peut-être qu'il faut pas enlever le casque. Mais tout le monde y va de son bon conseil parce qu'on veut aider, parce qu'on veut se sentir utile. Et ça parle de notre besoin d'utilité et de notre besoin d'être reconnu dans ce monde-là comme quelqu'un d'utile. Donc c'est toujours cette nuance très très fine. Pour en revenir à l'emprise, est-ce qu'il y a une dissociation à faire entre la relation toxique, la relation sous emprise et la relation malsaine? Est-ce que ce sont 3 choses différentes ou finalement elles se rejoignent quelque part? Elles se rejoignent. Après, c'est le degré. Mais je pense, paradoxalement, ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas de degré à mettre non plus dans une relation qui est toxique, malsaine. Après, qu'est-ce que chacun entend dans la relation toxique et malsaine? Quand j'ai commencé le livre et que j'ai commencé à demander les témoignages, il y avait une question qui était comment vous réagissez quand on vous dit non? Comment vous prenez le non? J'ai été très très surprise parce que je sortais encore une fois du livre précédent où je parlais de moi, la relation toxique pardon, que j'avais vécue et où je disais j'avais un seul besoin, c'est qu'un jour quelqu'un accepte que je dise non en fait, mais non de manière très je ne voulais plus qu'on re-questionne mon nom en fait, qu'on remette en question mon nom. Et donc quand j'ai commencé à envoyer les témoignages pour l'emprise, et pas les envoyer pardon, à rencontrer les gens, j'avais beaucoup de gens qui me disaient bah le nom il est là pour être remis en question. Et je me suis dit bon alors mince, ça casse tout ce que moi je pensais en fait parce que pour moi le non
était pas là pour être remis en question. Le non, c'était un peu une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit non, c'est qu'il n'est pas consentant à quelque chose. À ce même début, j'avais questionné beaucoup d'avocats, donc je me disais c'est peut-être lié à leur métier, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'argumenter, de retourner les phrases, et donc j'ai questionné d'autres gens. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce non restait encore sur un terrain très glissant. Euh, et pour moi, cette relation toxique, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est à partir du moment où on ne respecte pas le nom de l'autre et dans l'idée de son intimité. À partir du moment où l'autre va dire non, quel que soit le non qu'il oppose, même s'il dit bah, pour l'instant c'est non, mais on pourra en rediscuter dans 1 heure ou dans 2 heures, j'estime que ce non doit être respecté. On n'est évidemment pas dans la même situation quand on parle d'une relation où on parle de quelqu'un qui veut pas sortir pour aller manger au resto et d'une relation où l'autre vous harcèle de SMS pour que vous rentriez à la maison. J'entends bien, et ça, il faut que ce soit très très clair. Mais, euh, mais cette relation d'emprise et cette relation toxique, c'est à partir du moment où on perd une part de sa liberté, où on est annihilé par quelqu'un dans ses propres choix, dans ses propres envies, dans ses propres désirs et dans ce qu'on est en fait, dans notre identité. Mais comment s'en rendre compte finalement, parce qu'on a l'impression que ces relations toxiques ou sous emprise, la personne est quand même sous enlisement en fait, et donc c'est comme si cette personne n'était pas maître d'elle-même en fait. Donc comment à un moment donné, elle peut prendre conscience, si elle le peut, parce que vous parlez notamment des red flags. Alors on a parlé tout à l'heure des red flags dans la relation amoureuse, enfin dans l'attirance en tout cas, mais il y a des red flags effectivement dans cette relation toxique où l'autre commence à imposer des choix vestimentaires, commence à imposer, à éloigner des amis, de la famille. En fait, c'est très insidieux. Oui, et c'est ça qui est très difficile en fait, c'est que on dresse aujourd'hui une carte de ce qu'est la relation toxique. Dans il va vous éloigner de vos amis, il va vous couper de la famille, mais il y a des relations toxiques où ça n'arrive pas en fait, mais où l'autre va générer une ambiance, il va vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais des trucs. Alors, je vais reprendre mon exemple et de dire, ben en fait, la déco, toi tu la choisis pas, t'as pas le droit de choisir la déco. Oh, on n'est pas coupé de nos amis, mais enfin, on a une part de notre liberté qui est complètement coupée, donc c'est guère mieux, en fait. Tu sors, mais il faut que tu sois rentré à telle heure. À partir du moment où l'autre coupe, coupe une forme des choix qu'on peut faire en toute autonomie. Et là où vous avez raison, c'est la question, elle est toujours la même. À quel moment et comment on fait pour s'en rendre compte? Si on est allé dans cette relation de manière délibérée, c'est qu'il y a forcément une fragilité narcissique, c'est qu'il y a forcément un manque de confiance, un manque de valeur. Donc au début, c'est hyper difficile de s'en rendre compte. Et en plus, encore plus si c'est dans le couple, parce que dans le couple, on est deux. Hein. Dans le couple, une fois qu'on est rentré à la maison, il n'y a plus que 2 personnes. Euh, Après, ça va être ce qu'on va aller dire aux autres, ce qu'on va aller raconter. Mais pour le raconter, il faut déjà se dire, ah ben, c'est bizarre ce qui se passe. Et pour faire ça, hélas, il faut souvent beaucoup de temps. Parce qu'il faut aussi appréhender les relations des autres en se disant mais ça se passe comme ça toi dans ton couple, ou bien on le sait mais on n'est pas prête à le mettre en avant, ou pas prêt, parce que là je parle au féminin mais c'est aussi pour les hommes, et ça peut être aussi dans des relations amicales, hein, c'est pas que dans des relations amoureuses ou dans des relations professionnelles, le sujet il est le même, et encore une fois il n'y a pas de degré, mais c'est de se dire ok, là j'ai l'impression que ça c'est pas tout à fait normal. À part que, en général, ce qui se passe, c'est que c'est la personne qui le vit, qui est en train de le vivre, qui va se dire le problème, c'est moi. C'est moi qui suis pas normal en fait. Hein. C'est moi, ce qui fait lui, c'est normal. Forcément, puisqu'on est dans une faille narcissique. Pour sortir de ça, on va avoir besoin d'aller re-questionner ce rapport à soi, soit en étant aidé, soit en étant aidé professionnellement, par des thérapeutes, par des coachs, par un médecin traitant d'abord, même souvent en priorité, soit par des amis à qui on va en parler en disant mais qu'est-ce que tu en penses en fait, hein, tu vois, on est au resto entre plusieurs amis et là ça fait 5 SMS qui m'envoient pour savoir quand est-ce que je rentre. Parce que ça
Il y aura toujours un ami pour vous dire, mais enfin, pourquoi il t'envoie 5 SMS puisqu'il sait que tu es avec nous. Si la personne est prête à l'entendre, elle va dire, bah oui, c'est vrai, ça, en fait, c'est pas tout à fait, c'est quand même bizarre comme façon de fonctionner. Si elle n'est pas prête à l'entendre, elle dit, non, mais tu comprends, c'est parce qu'il est inquiet, il va avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc Et c'est ça, on peut toujours pas. chercher des excuses à Oui, l'autre et et à soi. c'est à soi, je pense que c'est aussi se dire, et c'est pour ça que c'est difficile et qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence vis-à-vis de ça, parce que le temps de la victime est un temps qui est très long, et c'est vraiment un grand problème aujourd'hui, parce que, enfin, c'est pas que le temps de la victime soit très long, c'est que le temps de la justice est court. C'est-à-dire qu'on peut parler, mais sur un temps qui est réduit, et que du coup, c'est compliqué de faire se coordonner cette danse entre notre temps de pouvoir parler et de pouvoir dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je vis, voilà comment je le ressens, et le temps en face qui est ouais, mais il faut tout mettre dans des dossiers, il faut tout ranger, même si ça bouge quand même beaucoup. Et comment sortir alors de la culpabilité d'avoir été dans une relation sous emprise ou une relation toxique? Mais je crois vraiment que l'accompagnement est indispensable à ce moment-là, et encore une fois, l'accompagnement professionnel me semble essentiel, mais pour certaines ou certains, ça peut être l'accompagnement amical, déjà, de dire en fait, tu n'y es pour rien, tu es victime, tu n'es pas responsable de la situation, pour pouvoir se dire en fait, non, ce qui se passe n'est pas normal. Mais ça aussi, c'est du temps. Donc, être accompagné me paraît vraiment indispensable pour pouvoir se dire, en fait, ça n'est pas normal ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer ne doit pas se passer, et je ne suis pas responsable de ça. Et le temps doit faire son œuvre. Hein, c'est comme parce que il y a que ce soit dans la relation amoureuse, mais même j'ai envie de vous dire amicale ou professionnelle, il y a quand même l'affect qui rentre en ligne de compte. C'est pas, on n'est pas des machines. Et c'est pas parce qu'on se rend compte que cette relation ne va pas, qu'elle est pas saine, que le cœur s'arrête de fonctionner à ce moment-là. Donc l'affect est toujours là. Encore plus quand c'est un mari ou quand c'est une femme, de se dire bah, c'est la personne que j'aime ou la personne que j'ai aimée. Et c'est pas parce que je réalise ça que je ne l'aime plus, parce qu'elle n'est pas que ça. Et c'est là que tout ça devient très compliqué. En amitié, c'est pareil. Ok, elle me fait plus de mal que de bien, mais c'est quelqu'un que j'aime parce qu'elle n'est pas que ça. Et c'est ça qui est hyper difficile à gérer. Comment on fait en fait une fois que bah il faut accepter tout ça, accepter qu'on ne peut pas rester dans cette relation, mais que ça ne fait pas de la personne un horrible personnage, mais que voilà, il faut comprendre tout ce qui se joue et être aidé du coup est la solution. Sauf que des fois, en face, on a aussi des personnes qui sont d'horribles personnages parce que Oui. la relation, elle peut être très très excessive, très malsaine, très toxique. Et on parle souvent en ce moment, enfin ça fait quelques années qu'on parle des pervers narcissiques. On entend ce mot partout. Est-ce que vous pensez que qu'on en fait un peu trop ou ce genre de personnes existent, ces pervers narcissiques? Alors, déjà, l'appellation pervers narcissique en tant que telle, elle est à questionner. Hein. On est sur des personnes qui ont des failles narcissiques, mais là où je trouve qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas, il faut y faire attention pour plusieurs raisons. C'est pas parce qu'on est dans une relation toxique que la personne est un pervers narcissique, mais c'est pas parce que la personne n'est pas un pervers narcissique qu'on n'est pas dans une relation toxique. Et moi, c'est ça qui me touche beaucoup plus en ce moment, c'est que en fait, alors je vais reparler des femmes, mais parce que malheureusement, c'est essentiellement des femmes qui se retrouvent dans ces situations-là aujourd'hui, et ça inclut les hommes qui sont dans ces situations-là, mais on parle beaucoup des pervers narcissiques hommes. J'insiste beaucoup sur le fait, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est pas parce que la personne n'a pas été diagnostiquée pervers narcissique que vous êtes dans une relation qui est saine. Il peut être obsessionnel compulsif, il peut avoir une énorme faille narcissique qu'on n'appellera pas pervers narcissique, il peut ne pas vous couper de vos amis, il peut sembler tout à fait classique. D'ailleurs, la plupart sont tout à fait classiques, mais vous menez une vie impossible parce qu'il y a une faille narcissique qui est présente en fait. Et cette faille narcissique va mener à une relation toxique, à une relation malsaine, à une relation d'emprise. Et ça me semble hyper important de le dire parce que je vois tellement de femmes qui me disent oui, mais en fait tout va bien parce qu'il n'est pas pervers narcissique. Non, en fait ce qu'il fait c'est pas normal, même s'il n'est pas pervers narcissique. Donc ce mot de pervers narcissique, et il a
C'est comme tout quand on commence à faire entrer un sujet sur la place publique, c'est que forcément il y a ces points positifs et ces points négatifs. Mais oui, il y a des relations avec des pervers narcissiques et oui, il y a des relations toxiques avec des gens qui ne sont pas pervers narcissiques, qui n'ont pas cette appellation, mais qui n'empêchent vous mènent la vie dure. Et ça, il faut pas le perdre de vue, quoi. C'est hyper important de voir ça aussi. Alors, on a parlé des solutions, de l'accompagnement auprès de professionnels. Vous-même, vous avez développé une méthode, l'ikigai, c'est ça? Est-ce que vous Alors, pouvez nous en parler? l'ikigai, c'est un concept japonais autour duquel j'ai effectivement développé une méthode avec un autre outil qui est le tarot, ce que je vous disais tout à l'heure, dont l'idée, c'est vraiment de revenir à soi, en fait, et de se dire ce qu'on disait un petit peu au début. De toute façon, pour me sortir de là, je vais avoir besoin de prendre connaissance avec moi-même, parce que mon mode d'emploi, je suis pas née avec, et qu'au fond, on se questionne peu sur cette histoire de comment on fonctionne. Hein, mais vous savez, c'est comme, alors je prends toujours cet exemple bête, mais qui pourtant, quand on achète un appareil d'électroménager, si vous achetez une machine à laver, vous mettez le mode d'emploi dans un tiroir en général. Enfin, à peu près tout le monde fait ça, je pense. Et vous utilisez votre machine à laver parce que vous avez globalement compris ce qu'il y a écrit sur les boutons, vous tournez un peu la température, le coton, machin. Et puis un jour, vous regardez un peu plus la machine parce que il y a un t-shirt qui a été abîmé ou un pull qui a été abîmé et du coup, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous regardez la machine et puis vous voyez un petit bouton que vous connaissez pas et qui peut laver à froid et qui repasse en même temps et vous vous dites ah bah tiens, c'est marrant, elle fait ça. Ça fait 5 ans que je l'ai et je le savais pas. Donc je vais peut-être aller lire le mode d'emploi. Et là, vous découvrez des fonctionnalités de cette machine que vous n'imaginiez même pas. C'est pareil avec nous, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais lu notre mode d'emploi. Et un jour, il y a une situation qui fait qu'il faut qu'on se questionne parce qu'on est dans une relation absolument horrible, parce qu'on a vécu quelque chose auquel on ne s'attendait pas, parce qu'on est pris par nos émotions et que jusque-là, tout allait à peu près bien. Et on se dit, bon, bah, c'est bizarre comment je fonctionne. Et à partir de là, on va aller se questionner sur comment on fonctionne. Et donc là, ce qui va être essentiel, et c'est ce qu'on va questionner avec l'ikigai, c'est nos besoins, nos limites, nos valeurs. Apprendre à dire non, apprendre la part de moi qui a besoin d'être reconnue, ce fameux enfant intérieur, et apprendre à dire non et prendre confiance. Et me positionner en tant qu'être à part entière et accepter l'idée que je ne peux pas être aimée par tout le monde, mais c'est une bonne nouvelle parce que je n'ai pas envie non plus d'aimer tout le monde. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez prendre Van Gogh. Van Gogh n'est pas aimé par tout le monde et pourtant il a quand même été assez reconnu en tant que peintre. Donc voilà, et c'est de se dire ok, j'enlève un peu la chape de je dois être parfaite pour être quelqu'un de bien et pour être parfaite, bah, je dis oui à tout le temps. Et c'est d'accepter l'idée que la première personne à respecter, c'est moi. Et la première personne à qui je dois donner de la valeur, c'est moi, pour pouvoir être respecté par les autres, en fait. Et pas attendre que les autres nous respectent pour se dire, bah oui, mais je peux pas me respecter parce que lui, il me respecte pas. Non, c'est l'inverse, en fait. Tant que tu te donnes pas de la valeur, tant que tu ne te respectes pas, tant que tu ne te laisses, tu ne te laisseras jamais respecter par qui que ce soit. Donc voilà un peu l'idée de la méthode. Et oui, merci. Bah oui, parce qu'on a tous de la valeur, c'est vrai, mais au quotidien, bah c'est un peu plus difficile. En tout cas pour certains, et notamment, bah, c'est parce qu'on nous apprend quand on est petit aussi, et ça peut Totalement. être culturel, ça peut être éducatif, peu Bien importe. Mais sûr. c'est vrai qu'on n'a pas forcément les outils quand on arrive sur cette terre, on n'a pas forcément Non. les outils euh, dès le départ, les bons Et outils. puis c'est non, non, mais c'est sûr. Et puis vous avez raison, c'est culturel. Si vous regardez aux États-Unis, les enfants, ils sont éduqués avec t'es quelqu'un de bien, c'est génial ce que tu fais, t'as le droit de te tromper, vas-y, recommence. Nous ici, c'est fais pas de bruit, mets-toi dans un coin, surtout ne te trompe pas, il faut que tu aies 10 sur 10 toujours. T'es triste, n'en parle pas, t'es tombé, mais non, t'as pas mal. Vous savez, quand un enfant tombe, mais non, tu t'es pas fait mal. Mais si, je me suis fait mal. Non, mais non, ça va aller. Donc forcément, en grandissant comme ça, on se dit, bah surtout, il faut pas être ambitieux, il faut pas se tromper, il faut réussir mais pas trop pour pas déranger. Enfin, il y a de quoi devenir dingue, quoi, parce que si vous ratez, on vous dit c'est pas bien, si vous réussissez, on vous dit bah t'es trop ambitieux. Donc forcément, au bout d'un moment, on se dit, bah en fait, ok, je vais rien faire, au moins je prends pas de risque et je contrarie personne. Mais c'est pas tenable. La vie, elle est quand même super longue. Donc en général, on tient comme ça 35, 40 ans et puis à 40 ans, on dit bon, en fait non. Et le en fait non, il peut être par un grand questionnement
de sens sur la vie, ou il peut arriver par un burn-out, ou il peut arriver par une grande dépression, il peut arriver plein de choses assez différentes qui sont aussi un effet cumulé d'années où on a dit, ben, ok, je vais continuer à me suradapter, et à un moment donné, on se rendra compte que je suis quelqu'un de bien. Mais ça, c'est pas possible. Vous parliez de tarot tout à l'heure. Vous l'avez près de vous? Ah, mais non, pas du tout. Ah, zut alors, je vous ai pas prévenu. Mais non. Et en plus, je suis Mais pas non, mais on blanche. aurait pu. Mais non, mais on aurait pu Mais ça pour aurait les été avec plaisir. spectateurs. Ça aurait été avec Ça aurait plaisir. été marrant parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas un tarot divinatoire et c'est un tarot. Alors quoi, conseille, Alors, l'histoire du tarot, c'est pas de faire de la divination, hein. C'est vraiment une question. Si on regarde le tarot au 18e, je vais pas remonter avant, mais la question, c'était de se dire, c'est les mêmes questions qu'aujourd'hui. Quel est le sens de la vie? À part qu'on n'avait pas Internet, qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, qu'on n'avait pas tout ça et qu'on s'appuyait sur ce qu'on avait, qui étaient des images archaïques, qui étaient, et donc dans les images, dans les productions archaïques, il y avait le tarot. Donc c'était pas sûr de la divination, mais c'était plutôt pour dire bon ben les grandes valeurs c'est celles-là, comment on les représente. Aujourd'hui, moi j'utilise en fait ces images-là sur de l'accompagnement parce que je me suis rendu compte qu'avec enfin je n'ai pas fait une grande découverte, mais le cerveau a du mal à lâcher le mental. Hein, quand on questionne quelqu'un en accompagnement, il va avoir du mal à lâcher le mental. Il s'avère que le tarot, ce sont des dessins. Donc, le mental lâche tout de suite pour aller faire le lien avec ce qui parle tout de suite sur la carte, sur l'image, sur que ce soit sur les majeurs ou les mineurs d'ailleurs, mais tout de suite, le cerveau va faire le lien avec son côté émotionnel. Et du coup, là, on va pouvoir avancer dans la problématique parce que on est au fond, on est au cœur. Hein, on parlait tout à l'heure du cœur et du corps, et là, on atteint directement le cœur et le corps. Et du coup, je travaille effectivement essentiellement enfin, ma méthode est basée sur le tarot que j'ai construite pour dire les accompagnements, on les fait avec le tarot pour voir à quel point cette image, ce tarot langage, en fait, a une force quand on veut se connecter à notre corps et notre cœur. Eh bien, alors, est-ce que ça marche alors? Est-ce qu'on se connecte réellement à ces Mais oui, cartes-là? Est-ce que la personne se connecte vraiment elle se connecte en fait. C'est-à-dire que quand on va poser une question à quelqu'un, j'en sais rien moi, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ton métier aujourd'hui ou de quoi tu as besoin? Si je vous pose la question comme ça, vous allez automatiquement enclencher la raison. Hein, vous allez réfléchir, oui, bah alors j'en sais rien, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est mi, peut-être que c'est là. Il y aura certainement du vrai dans ce que vous êtes en train de me dire, mais on fait appel tout de suite à la raison et du coup, il y a tout de suite un filtre qui est passé sur le cerveau, qui est le filtre de la raison. Si je vous pose la même question et que je vous montre une carte, votre cerveau va lâcher la raison et va se connecter sur l'image. Oh, c'est joli, je vois telle couleur. Ok, et qu'est-ce que tu vois d'autre? Ben, je vois deux personnages. Ok, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à la situation? Et là, on va pouvoir aller parler de la situation d'une autre façon, qui va être la connexion au cœur et au corps et plus au mental. Et là, ça commence à devenir intéressant puisqu'on a enlevé tous les filtres que le cerveau nous mettait. Je hack un peu le cerveau avec ça. Oui, ça peut être quelque chose en tout cas Et à ça marche expérimenter, très, hein. très, très, très bien. Ça marche très, très, très bien. J'ai formé plus de 800 femmes à cette méthode et on a de bons résultats. Ah, d'accord, très bien, très bien. Pour terminer, Ludivine, sur cette question d'emprise, quel conseil vous donneriez aux spectateurs qui nous écoutent, aux auditeurs, pour, pour être en alerte peut-être des situations d'emprise, qu'elles soient douces d'ailleurs ou beaucoup moins? Bah, on en a parlé, c'est toujours cette connexion au cœur et au corps. Hein, et à partir du moment où il y a quelque chose qui vibre pas juste à l'intérieur, c'est de s'écouter et d'aller en parler tout de suite à un ami, à son médecin traitant, de pas rester seul. Je pense que de pas rester seul, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment essentiel. Parce qu'à partir du moment où on va parler à quelqu'un, c'est l'effet miroir, en fait. Hein, j'avais un maître de danse qui disait toujours, pour réfléchir, il faut être deux. Le miroir, on a besoin d'aller voir en face et d'aller parler à un médecin, d'aller parler à quelqu'un qui nous est proche, à nos amis, pour dire, écoute, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, qu'est-ce que tu en penses, en fait. Mais alors qu'on a tendance, en général, à pas en parler, à se dire, non, mais c'est pas grave, en fait, c'est moi le problème. Mais voilà, c'est vraiment de pas rester seul dans ces situations et d'aller tout de suite à parler à quelqu'un de confiance.
Parce qu'on n'a peut-être pas évoqué les situations où l'emprise peut atteindre son paroxysme, mais ça peut aller très très loin Oui, quand même. tout à fait. Ça peut aller très très loin et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas rester seul, pour avoir quelqu'un en support et pour avoir quelqu'un qui est capable de nous dire aussi, bah, peut-être c'est le moment d'aller porter plainte, ou peut-être il faut aller faire une déposition, ou peut-être il faut aller faire une main courante, mais ou d'appeler des associations. Il y a le 3919 aujourd'hui, enfin il y a plein d'associations aujourd'hui, mais et tout le monde vraiment se bat parce que cette idée de rester seul est la plus difficile en fait, hein, de tourner sur sa question en se disant c'est moi le problème et c'est forcément là que c'est de pire en pire. Est-ce que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui, d'ailleurs qui ne concerne pas que les femmes, vous l'avez dit à Mm. plusieurs reprises, qui concerne aussi les hommes? Je pense que ça a toujours été un vrai sujet de Mm. société. Mm. Aujourd'hui, on en parle davantage et c'est tant mieux. J'espère que la proportion en quantité de ce qu'on en parle va permettre d'aider et de régler des problèmes aussi. Mais oui, c'est un vrai sujet de société et ce qu'on vit et la façon dont nos ados grandissent ça apporte aussi du positif parce qu'on les éduque aussi à ça, on les éduque à ce qui se passe et on a tendance, je trouve, à beaucoup montrer tout ce qui va pas dans notre société, notamment chez les ados. Là, on parle beaucoup en ce moment. Alors moi, je survole un peu tout ça, mais on parle beaucoup des ados qui ont des couteaux dans les collèges ou dans les lycées. Mais c'est aussi important de parler de ceux qui écoutent, qui vont bien, qui comprennent ce système-là, parce que c'est plus on va les mettre en avant, plus ils vont aider aussi les autres dans le système, de les responsabiliser par rapport à tout ça. Et c'est important de voir tout ce qui est fait et de le mettre en avant pour que les uns puissent aider les autres. On vit en interdépendance, hein, on en revient à cette histoire de relation, mais on vit en relation les uns les autres. Et je crois qu'il y a que le fait de pouvoir, nous, accepter l'idée qu'on est là pour contribuer à quelque chose de plus grand qui va nous permettre d'écouter, d'entendre, de reconnaître et d'aider, que ce soit des enfants, des ados, des femmes, des hommes qui sont dans ces situations-là. Mais oui, c'est évidemment essentiel qu'on en parle. Donc c'est d'avoir des exemples inspirants en réalité et se couper peut-être des informations assez anxiogènes en ce moment. Il y en a beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. Bah, Moi, c'est un l'emprise peu aussi, elle est un peu anxiogène oui, aussi, hein. oui, oui, moi, c'est mon parti pris. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut, hein. Franchement, je pense que, mais moi, je trouve que même en se coupant des informations anxiogènes, on arrive déjà à y avoir accès. Donc, je trouve que c'est de rester focus sur ce qu'on a envie d'apporter au monde et se couper des actualités anxiogènes, c'est pas se couper de la vie et de ce qui s'y passe, hein. Il faut pas confondre. Moi, j'ai parfaitement conscience de tout ça. Et c'est de se dire, mais comment moi je peux je peux poser ma pierre dans cet édifice-là, comment moi je peux contribuer à ça et comment je peux aider en fait. Et parfois c'est juste en étant là, en se disant en fait je suis là, si tu as besoin, tu as mon numéro, tu m'appelles. Et souvent ça c'est important, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dire à quelqu'un oui mais c'est pas normal ce que tu vis, c'est comme dire à quelqu'un qui est énervé calme-toi. Ça a jamais, dire à quelqu'un qui est énervé calme-toi, ça aide rarement à se calmer, hein. En général, on monte 10 niveaux plus haut. Donc dire à quelqu'un ce que tu vis, c'est pas normal. Si la personne ne réagit pas, c'est qu'elle ne peut pas réagir à ce moment-là. C'est pas qu'elle ne veut Mm. pas. Mm. Donc lui dire, écoute, si tu as besoin, je suis là. Et enfin moi, je vous invite vraiment à faire ça, pas forcément à agir en sauveur, mais à dire aux autres, je suis là en fait. Je suis là, tu peux m'appeler, on trouvera des solutions ensemble. Et ça me paraît pas mal. Puis ça fait partie aussi du cheminement de chacun. On n'est pas tous prêts au même moment C'est ça. à réagir ou à prendre conscience et ça en revient un peu au titre de votre précédent livre, Oui, pardon. L'audace d'être libre, bah il faut peut-être retrouver cette audace en chacun d'entre c'est nous ça. Mais pour être même sur libre. ça, même sur cette audace d'être libre, bah, j'explique aussi justement le temps nécessaire et indispensable pour trouver cette audace-là. C'est que bah, il y en a qui auront besoin de 15 jours, puis il y en a qui auront besoin de 10 ans, et les deux sont respectables. Et on n'a pas à juger ça parce que ça dépend vraiment de qui est la personne, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit, de son histoire, de sa culture, de son éducation. Et en fait, notre devoir, c'est d'être là. C'est pas de dire c'est maintenant que tu dois t'en sortir. Notre devoir, c'est d'être là et de l'accompagner dans son temps à elle. Oui, il faut laisser le temps au temps et puis Ouais,
Et puis, lire et prendre conscience que ces mécanismes-là existent, que ces relations toxiques et ces emprises-là peuvent intervenir au quotidien dans toutes nos relations finalement, hein, quelles qu'elles soient. Et puis après, voilà, ça appartient à chacun, j'ai envie de dire. C'est le cheminement Exactement. de chacun, la Et vie c'est de bien. chacun. Et c'est bien aussi. Merci beaucoup, Ludivine, Et à vous. pour cet entretien. Je rappelle donc le titre de votre livre, L'emprise douce, mieux la comprendre pour ne plus la vivre, la méthode pour se sentir enfin, parce que c'est entre parenthèses prise en compte. Voilà, c'est un focus sur toutes les sortes d'emprises avec les témoignages effectivement de plusieurs personnes anonymes, parce qu'on vous ne Oui. citez pas leur prénom. Non, Hein. j'ai gardé l'anonymat. Voilà. Je vous remercie infiniment Merci à d'avoir vous pour été votre mon invité. accueil. Et puis merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis Tout jusqu'à à la fait. fin. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.